Le handicap s'est défini aujourd'hui par deux textes. Un texte de l'OMS qui s'appelle la CIF, ça signifie Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, c'est un texte de 2002. Ce texte de 2002 a été repris ensuite par une loi française qui s'appelle la loi handicap, la loi du 11 février 2005. Et ces deux textes ont la même approche de la définition du handicap. Ils expliquent que le handicap, c'est une atteinte au fonctionnement d'un individu dans son environnement. L'atteinte au fonctionnement, c'est très important. L'individu dans l'environnement, c'est aussi essentiel. Le fonctionnement comporte deux parties. D'abord les activités et ensuite la participation. Les activités, ce sont les actes de la vie quotidienne. C'est se lever, se laver, se déplacer, faire ses courses, faire son ménage, faire sa vaisselle. Mais ce n'est pas tout. Parce que le second volet, qui est la participation, c'est ce qu'on appelle la dimension sociétale du handicap. C'est ce que certains appellent le lien ou la rupture du lien sociétal, c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie affective, la vie associative, la vie de loisirs, toutes les choses qui sont en dehors des actes de la vie quotidienne, ou plutôt qui viennent s'ajouter aux actes de la vie quotidienne, et c'est une dimension un peu plus fine que la première partie. Mesurer le handicap, ça veut dire approcher ces deux facteurs différents, ces deux volets différents, que sont encore une fois les actes de la vie quotidienne et la dimension sociétale du handicap. Si on se limite aux actes de la vie quotidienne, on passe à côté de l'essentiel de la vie et de la qualité de vie. Donc il faut absolument mesurer les uns et les autres. Il faut le faire en n'oubliant pas la dimension environnementale du handicap. On prend toujours l'image d'une jeune fille de 20 ans qui est paraplégique à Marseille ou à Paris et qui ne va pas vivre le même handicap que la jeune fille de 20 ans paraplégique à Kaboul. Pourquoi? Parce que l'environnement est complètement différent, mais l'environnement, c'est un environnement social, économique, politique, culturel, et qui a une influence considérable sur le handicap. La dimension environnementale du handicap se mesure aussi à l'aune du fait que le handicap peut être produit ou réduit par la cité. Je m'explique. Si je vis en fauteuil et que je circule sur une rue que je traverse, quand je rencontre un trottoir, c'est le trottoir qui produit le dysfonctionnement, c'est-à-dire le handicap. A l'inverse, si sur ce trottoir il y a un bateau, ce bateau va venir réduire le handicap puisqu'il va me permettre de franchir le trottoir et de continuer donc à avancer. On voit donc que la dimension environnementale du handicap est essentielle et qu'elle doit être mesurée. D'abord par des médecins, parce que le handicap c'est d'abord une atteinte du corps, c'est une atteinte aussi du psychisme, donc il y a une dimension souvent motrice, mais une dimension intellectuelle, notamment pour les gens qui ont des lésions cérébrales acquises, qui peuvent ne pas présenter pratiquement de troubles moteurs, mais qui peuvent avoir des dysfonctionnements très importants avec des troubles du comportement, des conduites inappropriées, des difficultés à prendre des décisions, autant de choses qui sont très handicapantes, même si sur le plan moteur, ils sont intacts. L'autre volet très très important, c'est la mesure de l'état de dépendance. Ça doit être mesuré par des médecins, certes, qui vont décrire l'atteinte au corps, l'atteinte aussi au psychisme, mais ça doit être mesuré par des spécialistes de la compensation. Ces spécialistes de la compensation, ce sont les médecins rééducateurs, mais on les trouve essentiellement dans les centres de rééducation où très peu sont experts. Et ce sont aujourd'hui des ergothérapeutes experts par les cours d'appel, qui sont maintenant très souvent désignés par les tribunaux, qui vont se rendre au domicile de la personne en situation de handicap et qui vont observer et mesurer le handicap dans son environnement, c'est-à-dire sur le lieu de vie ou sur les lieux de vie de la personne en situation de handicap. Les lieux de vie, ça veut dire le domicile, mais ça veut dire aussi tous les endroits où je peux aller, où je dois aller.
Si je suis chez moi et qu'on ne me mesure que chez moi, si mon domicile est bien adapté, on va voir une petite partie de mes dysfonctionnements. Si par contre, je vais en ville avec mon fauteuil et que je veux aller à la pharmacie, mais qu'il y a des marches pour franchir la pharmacie et que je ne peux pas y accéder, on va mesurer la réalité du handicap. Si je veux aller au cinéma et que là aussi il y a des marches et que je ne peux pas entrer, on mesure mon handicap. Si je veux aller à la piscine et que je ne peux pas y accéder parce qu'elle n'est pas accessible aux gens en fauteuil ou en mobilité réduite, on voit là aussi qu'il y a une dimension environnementale de mon handicap et il ne faut pas qu'on ne le mesure uniquement chez moi. Autre chose, ces experts de l'étude de l'environnement vont mettre les gens en situation de handicap non seulement en situation mais aussi en difficulté. C'est-à-dire que pour montrer que je dysfonctionne, il faut me mettre en difficulté. Difficulté que je pourrais résoudre sans difficulté si j'étais valide et que je ne peux pas résoudre parce que je ne suis pas complètement valide. Donc la mise en situation et mieux la mise en difficulté vont permettre d'avoir une approche du handicap et une mesure du handicap objective et pédagogique. Parce que les gens qui vont devoir ensuite transformer les rapports d'expertise en indemnisation, c'est-à-dire en argent, n'ont pas eux-mêmes la culture du handicap, n'ont pas l'expérience du handicap, et il faut absolument que ces expertises aient des vertus didactiques, pédagogiques, pour pouvoir donner un éclairage sur ce que c'est que ces dysfonctionnements. La dimension environnementale est donc essentielle. Les expertises qui ont lieu dans les derniers étages des centres hospitaliers, dans le bureau du chef de service, ne sont pas nécessairement les expertises qui ont lieu aux bons endroits. Le transport sur le ou sur les lieux de vie nous paraît indispensable pour pouvoir obtenir une mesure satisfaisante qui va éclairer le juge et qui va permettre une indemnisation intégrale. Dans une autre vidéo, j'évoquerai les rapports entre victimes et assureurs. Et je vous expliquerai que votre assureur n'est pas votre conseil et c'est encore moins votre ami. Il y a un rapport de force entre l'assureur qui est le régleur et la victime, et ce rapport de force, il faut le régler.